Donc je vous accueille pour ce second panel. Vous avez dû boire du petit lait, on n'a parlé que de vous un peu avant. Là, les services à valeur ajoutée étaient un peu en filigrane, data, tout ce qu'on pourrait rajouter. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais vous laisser vous présenter un par un qui vous êtes, que fait votre structure, pour qu'on comprenne un peu mieux après les différentes prises de position que vous pourrez avoir. Donc j'allais dire, on va quand même commencer par madame. Donc Bérénice, à vous, et puis après on fait le tour. Donc Bérénice Goalès, je suis directrice marketing et de l'offre d'Afinion en France. Donc Afinion, c'est une société américaine, donc c'est pas une fintech, c'est une vieille dame. On est sur le marché depuis une quarantaine d'années. Et on travaille essentiellement pour les institutions financières, donc pour les banques, les émetteurs et aussi l'industrie de l'assurance. Le métier d'Afinion, c'est tout ce qui est le loyalty business. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On développe des écosystèmes de services autour de tout ce qui va être justement paiement, compte, offre extra-bancaire, offre extra-assurantielle. Et des programmes de fidélité, donc pour travailler justement sur ces fameux services qui vont créer de la valeur d'usage et fidéliser les clients des banques et des assurances. Bonjour, David Ohayon, je suis le directeur digital de John Paul, qui fait partie du groupe Accor Hotel. Nous sommes les leaders mondiaux en fait, des services de conciergerie. Et on opère des programmes de fidélité en marque blanche pour des grandes marques, soit à destination de leurs clients, soit à destination de leurs salariés. Ces programmes de fidélité intègrent souvent un mélange d'humain et de technologie, à travers des applications mobiles, des sites internet, et puis du service omnicanal en général. Juste un petit mot pour ceux qui ont de la mémoire et qui étaient venus avant. Donc, le fondateur de John Paul était venu sur cette scène il y a, je crois, plus de 2 ans. Depuis, ça a été rapproché du groupe Accor. Donc, une belle aventure d'une start-up, puis scale-up, puis rapprochement avec un grand groupe français. Donc, on en a quelques-unes. À toi. Bonjour, je m'appelle Lionel Baraban. Je suis cofondateur et CEO d'une société qui s'appelle Famoco. Et Famoco, notre métier est de valider des transactions digitales. Valider une transaction, c'est fabriquer un appareil comme un TPE qui valide une transaction. C'est faire un OS dessus qui soit un OS sécurisé, qui ne renvoie pas les métadonnées chez Google ou d'autres acteurs. On en parlera, j'imagine, tout à l'heure. Et c'est avoir une plateforme qui permet d'administrer ces appareils. Une transaction, ce n'est pas forcément du paiement. Une transaction, c'est un échange sécurisé de données. Alors évidemment, ça sert à faire du paiement, mais ça sert aussi à faire du prêt, ça sert à valider un ticket de bus, ça sert à faire de l'identité, ça sert à faire du contrôle d'accès, ça sert à faire de la fidélité et tous les métiers où on a besoin, à un moment donné, d'échanger et de tracer un échange de données. Au Famoco, on est présent aujourd'hui dans une quarantaine de pays. Et notamment dans ce qu'on fait d'un petit peu plus visible, on digitalise les coupons alimentaires du programme alimentaire mondial. Et donc on a développé pour les Nations Unies une monnaie avec des restrictions d'usage. Donc c'est une monnaie où tu dis je te donne 100 balles, mais on peut acheter avec que certains biens dans un espace géographique donné pendant un temps donné. Voilà ce que fait Famoco. J'ai envie de poser effectivement, on a beaucoup parlé paiement dans le panel d'avant, mais c'est le sujet de la matière, c'est l'ensemble de la finance. Tu parlais des prêts, tu parlais des choses. Et puis aussi, ce qui m'intéressera, c'est quand vous suivez un peu Lionel sur LinkedIn, vous ne savez pas dans quel pays il vit, puisque j'étais toutes les semaines dans un avion. Donc ça permet aussi d'avoir un peu une vision globale et mondiale, peut-être d'autres retours d'expérience. Benoît, je t'ai cité à 2-3 reprises tout à l'heure. Oui. Donc Benoît Gruet, cofondateur de CDLK il y a maintenant plus de 5 ans, sur une idée assez simple qui était que Gartner avait identifié comme les PIVAS, Payment Information Value Added Services, qui étaient dans leur fameux Hype Cycle. Et donc l'idée simple est de dire, d'essayer d'accompagner les banques sur l'exploitation de la donnée transactionnelle, carte de paiement, puisque en France il y en a 70 millions aujourd'hui, mais et la réalité, j'ai travaillé pendant quelques années dans une société américaine qui s'appelle American Express, sur laquelle la création de valeur autour des cartes était un élément clé pour exister sur des marchés, notamment sur le marché français, et que j'étais persuadé qu'il y avait une opportunité pour accompagner les banques sur cette exploitation de la donnée. Donc on est côté émetteur, par rapport au premier panel où on parlait beaucoup de la donnée côté commerçant. Il ne faut pas les opposer, mais à un moment donné, il faut choisir aussi
son angle d'approche du marché. Le côté acquéreur est très intéressant, mais il faut convaincre beaucoup de commerçants et le ticket d'entrée est compliqué. Côté émetteur, il y a des gros acteurs, mais une fois qu'on est rentré, on bénéficie quand même d'un portefeuille de clients qui ont déjà adopté un moyen de paiement qui est celui de la carte aujourd'hui, hein. Mais ça peut être payé avec un mobile demain, peu importe. L'important, c'est le compte derrière. Et puis d'accompagner les banques pour exploiter à des fins de programmes de fidélité, d'expérience client, je pense qu'on va en parler, et puis de création de valeur auprès des marchands, toujours du côté émetteur. Donc, mes questions vont être un peu pour chacun d'entre vous, parce que vous travaillez dans différents domaines auprès de ces émetteurs ou acquéreurs autour de services à valeur ajoutée. Et j'ai un peu l'impression, d'ailleurs c'est pas une impression, je suis regarder les slides des différents congrès, conférences, etc. depuis plus de 15 ans. Les services à valeur ajoutée, c'est toujours le Graal. Ça permet de conclure une conférence en disant c'est pour bientôt grâce aux services à valeur ajoutée. Je parle pour les nouveaux services de paiement, mais aussi pour des nouveaux services financiers dans leur ensemble. Quelle est la différence ? Parce que comme c'est sur le mobile, tu comprends, il y aura des services à valeur ajoutée. Voilà. Moi, j'aimerais votre avis sur qu'est-ce qui a marché, pas marché, par rapport à cette vision peut-être un petit peu trop naïve sur des slides dans des conférences. Aujourd'hui, en 2018, quels sont déjà ces retours d'expérience où on peut se dire non, finalement, c'était pas ça marche pas, ça marche, les besoins qu'on peut avoir. Pourquoi ça met tant de temps à exploser ces nouveaux services ? Dans l'ordre que vous voulez. Bon, donc nous, on a une expérience très concrète parce qu'à l'origine, on s'est créé sur l'idée simple du programme de fidélité, de cashback associé à la carte bancaire. On est pionnier en France avec notamment le programme LCL Avantage Plus. C'est un concept qui existe aux États-Unis, qui s'est déployé dans un écosystème entre les marchands, les banques et puis les opérateurs comme nous de plateformes Big Data, qui est un peu plus ouvert que celui que nous on connaît en France. Mais la réalité, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps pour mettre en place tout un système qui fonctionne de manière efficace vis-à-vis des porteurs et puis surtout d'engager les commerçants. Maintenant, au bout de 5 ans, on a un programme qui tourne bien avec LCL, plus d'1 million d'adhérents. Il y a plus de 5000 points de vente enrôlés. Et puis, on a appris en marchant. Donc, il faut quand même du temps. Il y a le plus gros problème qu'on a dans ces nouveaux services à valeur ajoutée, notamment dans la fidélité, c'est l'exécution. On en parlait tout à l'heure lors du premier panel. À un moment donné, c'est bien de mettre en place toutes les solutions technologiques. Après, il faut onboarder les clients, les accompagner pour qu'ils comprennent le système. Et on s'aperçoit en marchant qu'il faut en permanence rectifier. Alors, pour ça, il faut beaucoup d'attention, il faut du temps. Maintenant, je dirais qu'un programme comme Avantage Plus, qui existe maintenant depuis fin 2015, va trouver son régime de croisière parce qu'il faut aussi prouver la valeur ajoutée auprès du porteur, donc du cashback. Quand je vais simplement chez un marchand qui est enrôlé, je vais déclencher automatiquement un cashback chez ce marchand. Mais encore faut-il prouver la valeur auprès du marchand. Donc on est encore dans la création de valeur faite dans l'écosystème. Et là, on revient à une question, c'est le problème de la data. C'est qu'à un moment donné, il faut proposer au marchand une capacité à mesurer les résultats. Donc tout ça prend du temps, il faut développer des plateformes, c'est la solution qu'on a mise en place. Et puis il faut que les banques qui adoptent ce type de solution se donnent le temps de le déployer, et notamment avoir un parcours digital. Là, on revient sur toutes les questions qu'on a sur... il y a des progrès à faire, la manière dont tout ça est déployé. Au début, via des agences, et uniquement des agences, pour un programme digital, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Donc, évidemment qu'il faut être onboardé dans l'application mobile. Il faut être sur les lieux de trafic de la banque au quotidien pour pouvoir ensuite onboarder. Donc, il y a, j'ai envie de dire, la stratégie, la vision, on est à peu près tous d'accord, c'est ce qu'on disait sur le paiement mobile. La vraie problématique, c'est l'exécution et faire en sorte qu'on respecte les 3 règles d'or. Hein. C'est praticité, sécurité, confiance derrière, et puis value for money. Alors ça, c'est de la générosité si je paye. On parlait de premium price, ou c'est gratuit, à ce moment-là, je l'adopte. Mais tout ça doit avoir un modèle économique derrière. Tu parles du cashback. Effectivement, c'est pas... La société, tu en parlais il y a quelques années, 5 ans. Le cashback, ça fait très longtemps, même en France. Hein, comme beaucoup ici le savent, donc j'étais un des premiers salariés de The Bank. Et avec The Bank, Olivier s'en rappelle, on avait lancé
aussi la carte, je crois que je l'ai gardée chez moi d'ailleurs, hein, je l'ai en souvenir dans un tableau, avec 1% de cashback sur tous les achats. On ne peut pas dire qu'on a explosé le marché, on a explosé nos comptes, ça c'est sûr, mais on n'a pas explosé le marché. Et il y a eu beaucoup de générations de cashback. Depuis, hein, plein d'acteurs en ont fait. Il fallait s'enrôler en ligne sur des acteurs tiers, ou alors même avec ma simple carte Visa Mastercard, il y avait des programmes en ligne où je pouvais aller récupérer du cashback en entrant mon numéro de carte sur un parcours un peu compliqué. À Fignon, vous travaillez beaucoup sur ces sujets. Bérénice, vous avez sans doute aussi une vision de pourquoi ça prend ou prend pas dans nos contrées, et qu'est-ce qui va évoluer en ce moment sur ces sujets. Je suis d'accord avec la notion de temps. Après, en France, aujourd'hui, c'est vrai que par rapport aux États-Unis, où c'est 60% d'utilisateurs, on est à autour de 10. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais il y a deux sujets, en fait. Il y a eu effectivement le sujet de l'expérience client, qui a été... au départ, les programmes étaient beaucoup, et le sont encore, des programmes e-commerce, parce que ce qui permet pour le marchand de traquer l'achat, enfin le tracker était le cookie. Donc ça, c'est quelque chose au niveau des réseaux d'affiliation, etc., qui est un modèle économique qui n'a pas encore été... on n'a pas encore la solution totale après pour que l'ensemble des réseaux qui permettent d'avoir des marchands de qualité, des remises de qualité et tout, puissent proposer d'autres modèles. Et l'e-commerce en France, c'est 15% des transactions. Donc pour le consommateur, finalement, c'est une part infime de ce qu'il va pouvoir acheter dans son parcours d'achat. Donc aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse et ce dont on discute beaucoup, notamment avec les banques, c'est qu'il y a une nouvelle ère qui s'ouvre, qui est celle des agrégateurs et de la DSP2, et où finalement la banque va devoir, j'ai envie de dire, mettre à disposition les données transactionnelles. Donc ça passe par le consentement du client. Et du coup, on va être sur un nouveau modèle qui va être celui du consommateur. Et là, il y a une vraie valeur d'usage qui reprend le pouvoir sur sa donnée et qui devient acteur de la monétisation de sa donnée, puisqu'il va donner son accord pour que ces données transactionnelles puissent être analysées, etc. Après, si on se place du point de vue du marchand, puisque ce qui fait le succès d'un programme et ce qui fait aussi que ça peut décoller ou pas assez, c'est ce que les marchands offrent. C'est-à-dire quand on a 1%, 2%, 3% et qu'il y a énormément de concurrents en B2C, en B2B, finalement, proposer ça comme un service à valeur ajoutée en tant que banque, la proposition de valeur reste assez faible. Donc là, on s'ouvre vers des modèles d'agrégation où le client, s'il le souhaite, va pouvoir agréger l'ensemble de ses cartes de plusieurs banques dans une logique de multi. Bon, ça existe déjà, c'est les agrégateurs, l'ensemble de ses moyens de paiement et du coup, toutes les transactions qu'il va faire, que ce soit de l'e-commerce, en magasin, etc., vont être éligibles à ce cashback. Donc ça devient pour le partenaire marchand une vraie mine d'or puisqu'il va avoir accès à l'ensemble des données transactionnelles du client et sur l'ensemble de ses moyens de paiement dans une banque, mais aussi dans les autres. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, puisque sur un modèle CLO classique, c'est la carte émettrice, etc. Donc nous, on croit beaucoup dans ce modèle parce que le succès d'un programme passe par le réseau des marchands qui s'y associent et on est en train de travailler sur le développement de plateformes qui vont permettre aux commerçants d'avoir accès à toute cette data visualisation et à pouvoir proposer des campagnes extrêmement ciblées, extrêmement contextualisées et à réellement savoir ce qu'ils investissent et pouvoir maîtriser leurs coûts d'acquisition. Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est tous les retailers ont leur programme CRM, etc. Donc il faut vraiment se différencier et être capable de leur prouver qu'ils vont capter une audience et qu'ils n'ont pas déjà par ailleurs en magasin. Donc vous citiez les SP2, qui commence déjà, entre guillemets, sur la partie mise en place à dater. Le
travail pour le faire, ça date vraiment. La mise en place, c'est assez récent, mais ça date quand même un petit peu. Est-ce que vous avez déjà eu des demandes ou des retours ou vu sur le marché des acteurs, par exemple d'agrégateurs, il y en a une bonne 40, je crois 50 en Europe, qui ont levé pas mal d'argent, qui essayent de se mettre en avant, qui essayent d'intégrer sur leur couche à eux d'offres ce type de service? Oui. Oui, j'ai rencontré effectivement des agrégateurs qui ont eu cette volonté. Après, je pense qu'ils sont arrivés un peu tôt, et là on en revient au temps et aux possibilités technologiques, dans une vision complètement seamless, où finalement l'objectif et la vision, c'est de se dire oui, mais moi ce qui m'intéresse, c'est que quand mon client fait un achat, il n'ait aucun effort à faire et que le cashback soit reversé de manière totalement automatique sur son compte. Donc forcément, d'un point de vue usage et bénéfice pour le client, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, pour les commerçants, il faut qu'il y ait des trackers, il faut qu'il y ait un temps pour qu'ils n'aient pas l'impression de distribuer de l'argent dans la nature. Donc ça reste un point un peu dur entre la vision justement des agrégateurs et des fintechs et ce que les commerçants sont prêts à donner, mais en étant à peu près, en ayant l'assurance qu'il y a un retour sur investissement. Donc après, DSP2 lève un peu cette difficulté. Alors, je vais faire mon Damien du panel, parce qu'il a été bien agressif, il a mis le poil à gratter dans le premier panel. Non, il est gentil, Damien. Non, mais justement, c'est intéressant. La DSP2, j'ai signé un papier il n'y a pas longtemps dans les Échos pour faire... La DSP2 ouvre l'accès aux relevés de compte. Aujourd'hui, les relevés de compte, on a une date, un libellé de transaction et un montant. C'est ce qu'on voit, nous, quotidiennement. Libellé parfois abscon. Ouais. De moins en moins. Merci, Laurent. La réalité du CLO, pour exercer ce type de solution depuis quelques années, c'est que vous ne pouvez pas sérieusement aller voir un commerçant en lui racontant qu'on va pouvoir traquer ses transactions, qui vont être effectivement opérées dans l'un de ses points de vente, de manière sérieuse, avec la qualité des données qu'on collecte via la DSP2. Donc le gros sujet aujourd'hui, c'est que les banques émetteurs aujourd'hui sont dans une position idéale pour réellement exploiter la donnée à l'origine quand elle rentre dans la banque, et non pas avec un champ de description sur lequel il est marqué SPVAD ou un exemple réel, 77 Vélizy, c'est en fait une boutique qui est Verbaudet, centre commercial Vélizy, j'aurais pu le deviner, etc. Ou alors, tout simplement, sur un relevé de compte, je vais voir Bricorama. Moi, le programme aura signé un accord avec Bricorama qui va m'envoyer la liste des participants de l'opération en me demandant spécifiquement de lui indiquer où seront les transactions qui donneront lieu à cashback pour pouvoir prélever auprès des comptes des franchisés ou pas le fameux cashback. Donc aujourd'hui, sur le relevé de compte, vous avez éventuellement Bricorama, vous savez que vous avez dépensé à Bricorama, mais est-ce que c'est celui d'un magasin participant au programme? On n'en sait rien. Donc derrière, le problème de la DSP2, bon, l'agrégation, honnêtement, l'agrégation est on ne peut pas le nier, est une vraie valeur ajoutée, si on revient sur le sujet de la banque au quotidien aujourd'hui, pour ceux qui ont plusieurs comptes. Bon. Après, ensuite, tout ce qui est PFM, quand je vois, moi, ma banque, la semaine dernière, je ne vais pas la citer, a changé le front de la banque online, que je consulte quasiment quotidiennement à titre personnel et à titre professionnel. Look and feel, super, beau changement. Quand je regarde les fonctionnalités de PFM qui ont été encore plus intégrées dans leur front, j'ai toujours mon camembert qui m'indique que 75% de mes transactions ne sont pas catégorisées. Et quand je regarde rapidement, là, ça date il y a quelques jours, je suis client chez Total Spring, catégorisé par ma banque dans carburant. Bon. Je ne vais pas passer mon temps, moi, à corriger les transactions pour pouvoir éventuellement avoir un camembert qui ressemble à quelque chose, pour éventuellement piloter la gestion de mon foyer. Donc là, c'est un coup de gueule sur les PFM, et c'est un coup de gueule vis-à-vis des banques aussi qui, aujourd'hui, avec les technologies de la big data, c'est notre expertise, peuvent trouver des solutions, soit in-house, soit à l'externe, auprès de sociétés comme les nôtres, pour enfin régler ce problème des libellés inintelligibles sur le relevé de compte bancaire qui déclenchent
2 appels par jour auprès des conseillers bancaires toute l'année pour monsieur le bon banquier, je ne sais pas ce que c'est que cette transaction, est-ce que c'est une fraude, etc. Le banquier n'est pas capable de vous répondre, ça part en circuit en interne, la réponse ne revient jamais. Or, aujourd'hui, les banques seraient capables de le traiter, mais ça me fait penser à l'Axel. Il y a quelques temps, j'ai croisé un responsable d'une commission à Bruxelles, à qui je racontais ça il y a un peu plus d'1 an et demi. Il me dit venez à Bruxelles, racontez-nous ça, on va peut-être traiter le sujet. Et depuis, il y a 1 an et demi, je dis non, mets pas les doigts là-dedans, ça sert à rien. Sauf qu'aujourd'hui, quand on voit avec les banques, 90% de leur bande passante est absorbée par les problèmes de réglementation. Donc je me finis par dire que finalement, si on revient au sujet du jour, qui est celui de dire de la valeur ajoutée, avant de payer avec une boucle d'oreille ou un stylo chez un commerçant, réglons des problèmes de base. C'est que quand je consulte mes comptes au quotidien en online, et c'est quand même, on parle de digital, au moins qu'on me dise de quel commerçant il s'agit. Or, je ne dis pas que c'est facile, il faut des algorithmes. Je ne vais pas tomber dans le buzz sur l'IA aujourd'hui, parce que ça me fait doucement rigoler, ces histoires, mais on peut résoudre les problèmes de transactions inintelligibles. Et à partir de là, je reviens Bérénice, on peut aller voir les marchands, monter des programmes de fidélité, partager de l'information et créer de la valeur au sein de la banque pour la redistribuer auprès du porteur et du marchand. On le voit donc sur la partie donc, transactions, CLO et cashback, des choses intéressantes, néanmoins très longues à mettre en place, que je pense qu'on aurait pu... D'ailleurs, je suis sûr que si je retrouve les vidéos, je vous les ressors, on avait le même débat il y a 8 ans. Exactement le même, parce que Cardlytics existait déjà, parce que les problèmes de libellé, on en parlait déjà, etc. Donc on voit que c'est quand même très long, les gens le savent, hein, c'est long à évoluer. Changeons de sujet, toujours dans les services à valeur ajoutée, il y a aussi l'être humain. On le voit bien dans toutes les cartes qu'on a essayé de nous vendre chaque année de plus en plus chères. Hein. À un moment, on expliquait que la carte premier, c'était très premium. Bon, maintenant que tout le monde l'a, il a fallu créer les noirs. Demain, il y aura les rouges, je ne sais pas. Et donc, il a fallu rajouter des couches de services, donc d'assistance, d'assurance, de conciergerie. John Paul s'est engreffé dans cette niche. Toi, avec ta vision justement sur cette partie-là des services, hein, assurance, assistance et bien sûr la conciergerie qui va englober et accompagner tout ça, comment tu vois ce marché? Tu penses qu'il a vraiment apporté la promesse proposée, que les acteurs, les nouveaux entrants viennent aussi vers ce type d'offre, ou c'est vraiment l'apanage juste des grands établissements qui mettent ça dans leurs cartes, etc. Enfin, voilà. Un peu ta vision. Je vais en revenir en fait au même point, c'est l'onboarding du client. La problématique que John Paul a, c'est qu'on n'est pas la personne qui commercialise. C'est la banque qui commercialise cette carte. C'est Visa ou Mastercard qui font les pubs pour ces cartes. Aujourd'hui, on a une vraie problématique d'onboarding. C'est-à-dire la conciergerie, peut-être 60% des gens ne savent pas ce que c'est. Donc, on doit se concentrer sur cet onboarding. Ce qu'on constate chez John Paul, c'est que en gros, si on n'onboarde pas correctement, si on n'arrive pas à générer une première requête de conciergerie par un client dans les 45 premiers jours, en gros, c'est quasiment impossible de le rattraper. Donc, il faut qu'on travaille, et ça, c'est un travail conjoint avec les banques, pour que les conseillers bancaires fassent leur boulot au moment où ils disent « cette carte est merveilleuse, prends-la ». Il faut qu'on travaille également sur la façon dont on authentifie, la façon dont on fait rentrer les données dans notre CRM pour être capable de générer des premières campagnes marketing, de générer des premiers points de contact avec le client. Aujourd'hui, sur certains programmes où on récupère l'intégralité de la donnée à client de la part des banques, on arrive vraiment via des points de contact bien définis, digitaux ou humains. L'humain marche beaucoup mieux. On arrive vraiment à générer une première requête et ça génère un usage récurrent derrière et on le constate. Donc, voilà. Bon, les banques prennent bien ce matin, j'aurais dû en inviter plus sur scène, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a aussi, parce que mais vous fournissez des services, on viendra à toi aussi, qui ont fourni tout à l'heure Lionel, mais fournissez des services à tous ces gens-là, on est tous un peu acteurs et responsables dans la chaîne. N'a-t-on pas aussi parfois overpromis? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas de... Parlons de ce que vous faites, par exemple, là, dans le digital, le service client nouvelle génération, et on sait répondre mieux aux clients, et en temps réel. Aujourd'hui, le client, c'est-à-dire nous, on est casse-pied. Hein. On veut tout de suite. Si on attend plus de 40 secondes au téléphone, on a l'impression que c'est un scandale et qu'il faut tout de suite faire un mail au président de la société. On veut des promesses, on n'a pas trop compris notre contrat, on ne le lit pas parce que c'est trop long, on clique, mais on veut plein de trucs, on ne sait pas si on les a, on les demande quand même. Est-ce que, et vous, en tant que concierge, c'est vous qui décrochez le téléphone, alors, ou le mail, je ne sais pas, etc. Est-ce que vous arrivez à répondre
à cette promesse très forte, faite, qui a permis d'ailleurs de valoriser très bien John Paul, mais est-ce qu'on arrive à répondre à cette promesse de on est digitaux, on sait répondre aux clients, on sait dans ces attentes très floues, voilà. Si le client a compris ce que c'était que la conciergerie, qu'il a été au contact d'un concierge dans un hôtel et qu'il a vu la valeur, la problématique, honnêtement... Ça fait beaucoup de si, là, quand même, t'es d'accord. Il y a, évidemment, je veux dire, quand on arrive à générer ce point de contact, à générer ce contact humain, à créer cet intuitu personnel, à parler avec un concierge, la valeur, elle est évidente. On est là pour accompagner les gens dans leur quotidien. On a fait sortir en fait le métier de conciergerie de l'hôtel, où vous alliez le voir au desk pour lui demander de vous réserver de la billetterie, de trouver le bon restaurant dans lequel il faut essayer d'aller dans la ville où vous allez aller. On l'a fait sortir et on l'a fait rentrer dans le quotidien des clients. Donc la valeur pour les gens qui ont essayé, à travers le carnet d'adresses qu'on développe, elle est évidente. Après, les services digitaux, aujourd'hui, on constate deux choses. Premièrement, il y a 5 ans, quand j'ai rejoint John Paul, on vendait des programmes de fidélité complètement à part. C'était en gros, les clients venaient, c'était le starter kit, on veut un programme de fidélité, et on prenait tout de A à Z. Aujourd'hui, ça évolue de plus en plus, que ce soit les banques, que ce soit les néobanques, que ce soit d'autres acteurs, ils veulent qu'on fasse rentrer la conciergerie à travers des briques dans le quotidien du client, mais dans le quotidien de l'application mobile qu'il a l'habitude d'utiliser pour sa banque, dans le quotidien de l'application qu'il a l'habitude d'utiliser pour sa voiture. Et ces programmes de conciergerie commencent finalement à se dématérialiser. Et on ne vend plus aujourd'hui un site internet, une application mobile. On vend également des API, du contenu qui vient alimenter directement le quotidien de la relation entre le client et la marque. Et vous qui avez les clients donc, tous les jours au bout du fil, est-ce que tu as l'impression dans les remontées, parce que je suis sûr qu'ils s'expriment sur tout ça, est-ce que tu as l'impression que on arrive aujourd'hui à fournir cette promesse? Je maintiens qu'on fait des très grosses promesses, tous autant que nous sommes dans les différents services que nous mettons en place. Est-ce que tu as l'impression que ce retour d'expérience, on arrive à tenir cette promesse ou qu'il y a encore un chemin pas que de ton service. Non, mais le chemin est réel. L'humain, ça prend du temps. On en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire quand vous faites une demande, il faut que le concierge aille faire des recherches. Il regarde dans le carnet d'adresse. S'il n'a pas la bonne chose parce qu'il vous connaît, il va aller le chercher. Donc des fois, tu vas demander un restaurant. Ça va prendre 24 heures, 48 heures, une semaine pour revenir avec la bonne recommandation. Aujourd'hui, on a perdu la patience. Les clients ont perdu la patience. Donc, moi, le premier, quand je t'appelle et que tu me dis qu'il faut 48 heures, je dis c'est bon, j'ai mon smartphone, tu sais quoi, je vais le faire tout seul. Appelle Amex. Appelle Amex. Si tu veux vraiment m'emmener là-dessus. moi personnellement, j'ai les 3 services de conciergerie et chaque fois que je soumets une requête à John Paul, je les soumets aux 2 autres aussi. Non, mais j'ai pas des réponses plus rapides. Je connais un tout petit peu le sujet parce que pendant 13 ans, j'ai géré. Tu dis qu'il n'y a pas de service de conciergerie en dehors des hôtels. American Express a lancé. Le fait également. Et il se trouve que j'ai lancé la carte, la Black, en 2004, je crois, en France. Et donc le problème du service concierge, c'est qu'on est dans l'artisanat du service. Donc on parle, le sujet c'est le digital. J'ai le sentiment que le challenge du service concierge, pour ce que je m'en souviens, parce que j'ai quitté ce type de mission en 2011, c'est quand même de digitaliser, d'avoir des plateformes en back-office, comme tu le disais David, pour aider de trouver le restaurant rapidement, et là la technologie peut aider. Et en front office, on est plus sur une problématique de omnicanal. C'est-à-dire que le client, par rapport à son souhait de dire « je téléphone de ma voiture pour avoir tel restaurant ou tel hôtel réservé sur la route » parce qu'il préfère avoir par téléphone ou avec son application. Donc, on est dans l'omnicanalité du service, c'est pour ça que front et back. Mais il y aura toujours l'humain, parce que le problème, c'est qu'on voit bien, dans tous les univers, l'humain ne sera pas remplacé le jour au lendemain. C'est pour ça que j'ai invité David, c'est que justement la position de John Paul, c'était la service conciergerie nouvelle génération, avec le digital au cœur, avec justement, c'est pas forcément un appel à chaque demande, c'est le chat, c'est le mail, etc. Mais c'est aussi prendre en compte le fait que, comme tu le dis, on a une solution alternative. En 2004, je ne l'avais pas. Aujourd'hui, avec mon smartphone, je peux trouver plein d'infos que je peux faire. C'est la grande révolution. Alors, la grande tentation, c'est de dire on va faire des économies, parce qu'on voit bien tout ce qui est digitalisé derrière. Le vrai débat, c'est est-ce qu'on est en train d'essayer de créer davantage de services et d'accompagner le client dans ses usages, ou est-ce qu'on essaie de créer un usage en disant basculer sur le menu, mais c'est pour votre bien,
mais derrière, ça permet de réduire les effectifs qui répondent au téléphone. Et donc, il y a un problème économique, il y a un problème de qualité de service. Et on voit bien, les opérateurs sont sans arrêt tiraillés sur le cost control et puis la qualité de ce qu'on délivre. Et là, on gère des paradoxes au quotidien. Et dans la conciergerie, je dirais que on est dans un univers tellement... c'est un peu comme les hôtels. À un moment donné, c'est le ratio du nombre d'effectifs capables de répondre avec une capacité d'avoir des deals, mais pour des happy few. Hein. C'est ce qui fait voilà. Alors, le démocratiser, moi, c'est un sujet intéressant. On n'est plus sur l'happy few aujourd'hui. On va gérer des programmes de fidélité pour la banque de financement de Renault, Nissan qui intègre Dacia. Donc voilà. Et donc c'est plus des happy few, c'est vraiment c'est rentrer dans le quotidien d'à peu près. Et donc je reviens sur mon problème d'overpromise. De ce qu'on est capable aujourd'hui de tenir. D'ailleurs, c'est ce que tu disais, c'est du service haut de gamme, etc. Et dire on va le faire pour des dizaines, centaines de milliers de personnes. C'est un exemple là-dessus, mais on peut dire la même chose sur d'autres services à valeur ajoutée. On met en place le nécessaire pour pouvoir le faire. Tu parlais d'instantanéité. Effectivement, je parlais de temps. On met en place aujourd'hui des agrégations d'inventaire et de prix en temps réel sur différentes verticales métiers, de l'hôtellerie, de la restauration, pour permettre au client de réserver par lui-même. Alors tu vas me dire pourquoi je ne vais pas sur La Fourchette, pourquoi je ne vais pas sur Expedia. Je ne sais pas si tu as déjà réservé sur Expedia, mais quand tu te retrouves avec un problème de modification et que tu n'as pas été lire les conditions générales qui faisaient 3 pages, comme tu n'as pas lu les conditions générales de ta carte de crédit, tu es un petit peu seul devant ton écran à essayer de parler à un service client. Dans ce cas-là, être passé par ton service de conciergerie, ça permet de parler à quelqu'un, de lui parler en moins de 20 secondes et d'avoir quelqu'un qui gère en back-office pendant que toi, tu es en train de faire autre chose, le fait de récupérer tes sous, le fait de modifier ta réservation, le fait de gérer ça. Donc, il faut qu'on arrive à combiner. Aujourd'hui, non, on a toujours ce problème de lag. On n'est pas capable d'adresser l'instantanéité. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place, tout en gardant la valeur ajoutée du concierge, c'est-à-dire le SAV et le fait d'avoir quelqu'un à qui parler. Même question qu'à Bérénice, est-ce que dans l'univers des fintech au sens très large, qu'elles soient dans le paiement, qu'elles soient dans le crédit, qu'elles soient dans la néobanque, etc., il y en a qui vous ont approché pour aussi intégrer dans leurs nouveaux services différenciants des services à ajouter comme les vôtres, qui étaient d'habitude l'apanage des grands réseaux de cartes voilà. À peu près tous. Le mettent en place. Alors aujourd'hui, c'est des discussions. Il y a un problème de modèle économique. Les gens veulent de l'humain, mais ils ne veulent pas nécessairement payer pour l'humain. Mais on est en contact à peu près avec toutes les néobanques. Ils sont tous intéressés pour intégrer dans leurs applications du chat, d'abord et avant tout, pour pouvoir parler à quelqu'un, pour pouvoir parler, faire des demandes de la conciergerie, du service autour de la carte. Lionel, tu as été très très sage. Toi qui, depuis un certain temps, travailles avec beaucoup d'acteurs de l'écosystème du paiement, mais pas que, tu l'as dit, c'est de la transaction au sens très très large. Ta vision sur ce débat, sur tous ces services, le temps pour faire aboutir ce service à valeur ajoutée, le réel besoin client, c'est quand même le thème. Voilà, ton avis sur ces différents points. D'abord, je dirais que dans le mot service ajouté, c'est un service existant et on ajoute un service à un service existant. Ce que je vois dans les pays émergents, mais pas seulement, enfin, la question de savoir si la Chine est un pays émergent ou pas, on dirait un pays émergé. Alors, à ce moment-là, nous, on est un pays quoi ? Enfin, pardon. Bon, mais on va dire dans les pays émergents, plus la Chine, c'est pas des services à valeur ajoutée, ce sont des services nouveaux qui utilisent des moyens nouveaux. Et donc, on a l'impression que le débat, c'est un vieux monde avec des trucs qui existent déjà. Alors, on a tous des cartes. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur la carte pour qu'elle soit plus sexy ? Ok, bon, c'est un débat. Ou alors, on dit, la carte, elle est en plastique. Maintenant, je vais la mettre sur un téléphone. Mais ça suffit pas. Il faut que je rajoute des trucs parce que sinon, il n'y a pas de promesse suffisamment sexy. Ok. Mais quand on regarde, et je pense que c'est un nouveau modèle, quand on regarde ce qui se passe en Inde aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, on est beaucoup en Afrique, quand on regarde ce qui se passe en Chine aujourd'hui, et j'ai l'impression, très honnêtement, qu'on a un espèce de tsunami d'éléphants, de mammouths qui est en train de nous tomber dessus, et nous, on discute de savoir s'il faudrait plutôt, qu'il faudrait qu'elle soit plutôt verte, ou plutôt vert pâle, ou plutôt vert clair. Je pense que le débat, il y avait dans nos fintech... Quelques chiffres d'usage un peu Ouais, en Chine, si tu prends la Chine, par exemple, aujourd'hui, je ne vais pas donner un chiffre d'usage, que c'est chiant, les chiffres d'usage, je vais donner une expérience. Moi j'adore aller en Chine, et j'ai vécu quelques années en Chine, et j'adore manger des raviolis. Et pour aller manger des raviolis, je vais au marché,
Et au marché, il y a une mamie, elle a une casserole et elle fait ses raviolis. Et son métier, c'est de faire des raviolis, elle les vend, et puis quand elle a terminé, elle rentre chez elle. Okay. Et donc je suis allé dans ce marché à Pékin, manger des raviolis, j'ai voulu la payer en cash, et elle m'a dit « Ah, là, là, bouche, elle y paie. » Et tu te dis, si mamie qui a 70 balais, qui a vécu dans le cash, et Dieu sait que les Chinois adorent le cash. Même l'enveloppe rouge avec l'argent dedans Ouais, en cadeau chaque année. ils adorent le cash. Pour qui c'est un petit peu frotté à la culture asiatique, c'est vraiment, il y a une valeur symbolique, une valeur quasi mystique au cash. Le fait qu'elle me demande un paiement Alipay est une révolution technologique, qui n'est pas une révolution technologique, qui est une révolution d'usage culturel gigantesque. Et la question n'est pas de savoir si ça a fonctionné parce qu'on a rajouté une fonctionnalité qui était une key feature. La question n'est pas de savoir non plus si les Chinois sont tellement différents, ne nous inquiétons pas, ça ne va pas nous tomber dessus. Tout ça est faux. Ce qu'on voit, c'est que... Les Chinois visitent Paris en nombreux quand même, donc on doit s'adapter. Évidemment, non, mais ça, tu sais ce qu'on fait. Donc, oui, donc nous, en particulier, on crée des réseaux d'acceptance WeChat, Alipay, pour les Asiatiques en France, mais pas seulement, dans tout un tas de pays, en Asie du Sud-Est, en Afrique, et aussi dans les magasins en France. La raison pour laquelle... Et puis ce qu'il faut savoir aussi, si on veut dire 2 mots sur ce sujet-là, c'est que tout à l'heure, on parlait du taux de la transaction. Les Chinois, le problème, c'est qu'on ne lit pas ce qu'ils disent. Mais la stratégie... C'est écrit bizarrement aussi. Oui. Mais pourtant, la stratégie des Chinois, elle est claire, elle est écrite, et puis en plus, si on leur demande, ils la donnent très volontiers. C'est d'abord d'ouvrir petit à petit WeChat et Alipay aux ressortissants nationaux, c'est-à-dire que bientôt, on pourra ouvrir des comptes WeChat et Alipay, que le taux de la transaction va passer gentiment jusqu'à 0. Mais évidemment, ils ne vont pas le passer du jour au lendemain. Ils vont nous étouffer bien gentiment, lentement, pour qu'on meure à petit feu, parce que c'est plus drôle. Donc, et donc, ces taux de transaction vont passer à 0. Ils vont passer à 0. Pourquoi ? Parce qu'eux ont compris déjà il y a un moment que l'argent, ils ne le font pas sur la transaction elle-même, sur les 0,4% ou 1,5% qu'on prend sur la transaction, mais qu'ils le font sur le marketing de la transaction. Et WeChat et Alipay, c'est des écosystèmes complets. C'est des écosystèmes complets. Donc c'est là-dessus qu'ils font leur argent. C'est pas sur le coût de la transaction. Donc ils arrivent avec un écosystème complet de services, avec un cœur, un fauné qui est celui de la transaction, et ils vont étouffer cette transaction. Maintenant, si on regarde ce qui se passe en Afrique, c'est plus facile de payer à Nairobi qu'à Paris. Beaucoup plus simple de payer à Nairobi qu'à Paris. C'est plus simple de payer son électricité à Abidjan qu'à Paris. Donc, ce qui se passe sur les services à valeur ajoutée, pour moi, ce ne sont pas des services à valeur ajoutée, ce sont des nouveaux services qui utilisent de nouveaux moyens de transacter. Pour toi, on a un petit train de retard, quoi. Un ou deux. Un ou deux. Mais je vais donner un exemple qui m'a beaucoup amusé à Abidjan. On a lancé un service. À Abidjan, il y a un problème, c'est que dans toute la zone franc CFA, le billet le plus petit, c'est 500 francs CFA. Bon, maintenant, des fois, on a besoin quand même d'une pièce de 100 francs CFA, notamment le pont Henri Conan Bédier à Abidjan, le pont HKB, c'est le toll, le prix était de 300 francs CFA. Alors c'est embêtant parce que le billet minimum c'est 500 francs CFA, puis il n'y a quasiment pas de pièces. Quand vous allez chez Carrefour, donc quand on vous donne la monnaie, quand on vous rend la monnaie, c'est pas mal dans plein de pays, on vous donne un bonbon ou une bouteille d'eau. On dit non, mais j'ai pas de monnaie, je te file un bonbon, une sucette, une bouteille d'eau. Porte-monnaie doit être gros. Porte-monnaie, c'est compliqué. Porte-monnaie, c'est compliqué. Et donc, on a développé un service qui permet de digitaliser le change. Donc, quand on doit vous rendre de la monnaie, on vous rend la monnaie. Les telcos rendent la monnaie en temps de transaction, en airtime. Et maintenant, ils rendent la monnaie en mobile money. Ça paraît tout bête. Alors, le principe économique, c'est qu'une pièce de 100 francs CFA vaut 107 francs CFA à acheter, et que le telco, quand il vous prend votre monnaie en airtime, il vous la paye 4%. Donc, on passe de -7 à +4. Le modèle économique est évident. Cela dit,
les montants qui ont été collectés en rendu de monnaie sont juste gigantesques. Donc, je pense que nous tous dans la FinTech, on a intérêt à aller regarder les innovations d'usage qui existent aujourd'hui en Chine, qui existent aujourd'hui en Afrique, qui existent aujourd'hui en Inde, je pense à AdharPay par exemple, et essayer de les ramener plutôt que d'exporter nos technologies. Donc ce n'est pas des services à valeur ajoutée, ce sont des nouveaux services, et ces nouveaux services ont besoin de nouveaux modes de transaction. Ce que j'entends un petit peu, tu es presque un peu défaitiste sur nos contrées. C'est l'excuse habituelle de dire c'est pas la même culture, donc c'est pas pareil parce que c'est différent. Ça va pas durer très longtemps. Je veux juste ajouter, on a souvent parlé de l'émergence dans ces pays africains de sauts technologiques, mais tu peux pas ne pas passer sous silence le fait que on part pas de la même situation au départ. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas équipés de cartes bancaires, ils ne sont pas du tout dans les mêmes usages que nous en Europe. Donc ça fait penser un peu aux télécabines, aux cabines téléphoniques au Mexique. Ils sont passés de la télécarte directement au mobile, sans passer par le téléphone fixe dans les maisons. Et oui, parce qu'à un moment donné, il y a des sauts technologiques qui se prêtent au contexte. Là, en Afrique comme en Inde, là où s'est développé d'abord Orange Money, c'était beaucoup plus pratique. Il y avait une vraie valeur ajoutée à payer des pourcentages élevés de commissions pour supprimer le cash et éviter de faire une journée de vélo pour aller déposer son argent dans sa famille. Donc il y a un contexte qui se prête à ces sauts technologiques. Donc il ne faut pas les opposer. Les transitions se font sur ces pays-là, comme en Chine, que tu l'as évoqué, parce qu'à un moment donné, il y a moi, je me souviens, dans les années 90, de Bouygues Télécom qui avait adopté le système au Japon qui permettait, tu sais, tu payais avec c'était le rêve du Navigo. Enfin, franchement, quand on y pense, même aujourd'hui, je ne comprends pas que ce ne soit pas fait en France. Il y a une expérimentation, ça y est. Là. Oui, mais le STIF l'a enfin lancé en octobre. Ça fait 25 ans au Japon. Bon, à un moment donné, il y a une convergence qui fait que ça se met en place. Tous les acteurs s'embriquent et fait en sorte qu'il y a une vraie évidence pour qu'il y ait un changement d'usage. Tout d'un coup, mon téléphone me permet de faire mon Navigo. Bon, donc il y a des contextes qui font qu'en France, on est encore très ancré carte. Je pense qu'on ne l'a pas dit dans le premier panel, mais je pense que les nouvelles générations feront que le mobile va exploser. Enfin, quand on voit nos enfants, il n'y a pas de débat là-dessus. Nous, on est un peu plus difficile à convaincre, génération, parce que finalement, moi, je suis désolé, à la caisse, quand j'arrive à la caisse, je suis encore plus rapide avec ma carte, surtout avec le sans contact, que sortir mon téléphone, l'ouvrir ou pas l'ouvrir. Enfin voilà, il y a des problèmes d'adoption. Donc à un moment donné, le point de départ, le point of departure, n'est pas le même. Ce qui favorise ça. Donc je les opposerai pas. Non, mais je les oppose pas. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que aujourd'hui, on a des acteurs, et on le voit tous les jours, qui cherchent à faire des choix technologiques. Alors, par exemple, en Afrique, moi, je ne vais pas citer personne, mais des gens qui me disent, bon, est-ce que l'avenir de mobile money, c'est le NFC ou le QR code? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'USSD. Aujourd'hui, pour échanger de l'argent, c'est l'USSD. Et donc, beaucoup de gens se posent la question de savoir vers où il faut aller. Techno de 1990. Oui, techno des années 80, 90. La question est aujourd'hui, on n'a plus de choix technologiques à faire. Ça n'existe plus, ces choix technologiques. Tout va exister et tout va exister en même temps. C'est-à-dire qu'on va se retrouver très rapidement dans un monde où on va payer en carte et en QR code et en facial recognition et en biométrie et en iris scan et évidemment en NFC et en cash. Tout ça va exister en même temps. Donc les enjeux pour nous maintenant, c'est comment on embrasse cette cette diversité technologique, mais certainement pas de faire un choix technologique. Et ensuite, chaque mode de transaction, que ce soit la biométrie, le QR code, le NFC, sont particulièrement adaptés à des usages différents, et on va devoir les combiner, et ça, c'est un monde passionnant. Le choix est pour moi, un non-sens aujourd'hui. J'ai fait que la moitié de mes questions, mais il est déjà 11h05 et on a encore une interview, un panel et une pause que vous attendez toutes. Donc je vais devoir arrêter là. Vous pouvez poser des questions pendant la pause. N'hésitez pas, ils restent tous là pendant la pause. Voilà. Mais là maintenant, on va y aller. Merci de revenir tous après la pause dans 20 minutes, s'il vous plaît. Vous pouvez les applaudir.